jeune pianiste va s'installer au piano pour introduire cette petite rencontre qui sera animée par Jacques Franck et introduite par Nathalie Dubois des éditions Mols. Vous le savez, des rencontres... Ah, il est là, Jacques, Philippe, il est là, il se cache parmi le public. Donc il y a une chaise de libre, en fait. Vous le savez, des rencontres, il y en a tous les soirs chez Filigrane, donc n'hésitez pas. C'est toujours vers 18h, dans une belle ambiance, et rarement l'auteur tourne le dos à ses invités, mais bon, exceptionnellement, pendant une petite minute, il va tourner le dos et puis rejoindre la table haute. D'ici une dizaine de jours, on aura un podium à la place de cette table. Et au niveau du 42, qu'on ne peut pas encore visiter, nous avons un véritable podium où il y aura des concerts, des rencontres, des déclamations. Voilà. Donc je vous invite vraiment à venir visiter et puis à faire la fête avec nous les 9, 10 et 11 novembre. Maestro. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je remercie Marc Philipson et ses équipes de nous accueillir ce soir. Et je suis heureuse de recevoir Philippe Marchandise, dont vous avez déjà découvert un des jardins secrets à l'instant, et Jacques Franck, qu'il n'est pas nécessaire de présenter, puisque je pense qu'il est bien connu d'un public littéraire averti, entre autres comme ancien rédacteur de la Libre Belgique. Nous allons passer une petite heure ensemble, je m'en réjouis, et je vous présente sans tarder Philippe Marchandise, que pour la plupart peut-être vous connaissez mieux que moi. Il est juriste d'entreprise, directeur des affaires publiques dans un grand groupe industriel. D'autres jardins secrets se dévoilent dans son livre. À mesure de cette rencontre, vous avez pu constater que la musique tient une part importante dans sa vie. Le week-end dernier, c'était la fureur de lire dans toute la communauté française. C'est une belle occasion pour nous d'interroger aujourd'hui l'autre versant de la lecture, l'écriture. Le livre qui nous réunit aujourd'hui est effectivement un premier roman. Alors on peut se demander comment il se fait qu'un éminent juriste ait abandonné provisoirement ses activités et ses rédactions juridiques pour se lancer dans la fiction. Est-ce que c'est tout à fait ectopique ou au contraire, est-ce que ça correspond à qui est profondément Philippe Marchandise ? On va le voir petit à petit.
En tout cas, un de ses proches disait, j'ouvre les guillemets, « Je ne me serais jamais douté qu'au fond de l'austère et éminent juriste que tu es, se cachait un romancier. » Alors je pose la question, Philippe Marchandise, êtes-vous animé de la fureur d'écrire? Alors avant de répondre, je vais rassurer certains dans la salle, c'est vraiment provisoirement que je me suis retiré des activités professionnelles pour écrire ceci. C'est tout à fait entre parenthèses. Alors la fureur d'écrire, si je devais plus exprimer ce que je ressens, c'est que j'ai plutôt la fureur de raconter. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Et d'ailleurs, mes neveux et nièces adorent quand je raconte des histoires parce qu'en fait, sans m'en rendre compte, et peut-être un petit peu volontairement, j'aime bien un petit peu de les embellir. Et ce que j'aime surtout, c'est de voir la réaction des gens par rapport à l'histoire que je raconte. Alors, c'est vrai que raconter, c'est une chose, écrire en est une autre. J'ai beaucoup écrit, à peu près une quarantaine d'articles juridiques, donc assommants, pardon pour mes collègues juristes, disons sérieux, hein, pardon Franck, des articles sérieux, d'autres écrivent des articles, c'est pas la même chose. Exactement, Jacques, exactement. Tout aussi passionnant. Et puis je me suis dit, comme je sais écrire, et que j'avais l'envie, mais ça me prenait depuis longtemps, d'écrire un roman, je me suis dit, eh bien, lançons-y. Alors j'ai découvert, ça m'a pris 3 ans quand même, que c'était quand même très difficile. Parce que passer d'un jargon, d'un langage technique, comme nos amis médecins, pour parler d'une autre profession, savent user à souhait, donc sont même incapables de parler à leurs patients, à un langage littéraire où on nous explique, et Jacques Franck a été comme un merveilleux conseiller tout au long du travail que j'ai fait, mais on y reviendra, c'est tout à fait autre chose, parce qu'il faut retirer le jargon, avoir des mots simples, être compris, éviter les répétitions, faire, comme dit le premier actionnaire du grand groupe industriel que Nathalie Dubois mentionne, ne jamais répéter 2 fois le même mot sur la même page. Essayez, hein. Pas simple. Alors, ça va 1 page, 2 pages, 3 pages. Ben, la page 283, on commence un tout petit peu à épuiser le choix des mots. Alors, il y a le grand bénéfice des dictionnaires. Alors, je suis un fou des dictionnaires, j'en ai beaucoup autour de moi. Je croyais les connaître sur le par cœur. Eh bien, je vous assure que 10 fois par jour, j'étais dans mes dictionnaires à la recherche du mot juste. Et les nuances entre les mots sont colossales. Et heureusement, Nathalie qui a les dictionnaires. Merci Philippe. Revenons au début, si vous voulez bien. Que raconte votre histoire? Si je la résume à ma façon, on pourrait dire que le récit raconte l'opération inattendue et la convalescence d'un alerte quinquagénaire, forcé de reconsidérer ses priorités et son mode de vie. Mais Jacques Franck, comme le disait M. Marchandise, vous avez été un lecteur de première date de ce livre, vous l'avez apprécié. Vous, comment le présenteriez-vous? Mais je le présenterai comme quelqu'un qui est parti d'une expérience. Ce qui est important dans ce livre, et ce que les lecteurs ou les éventuels lecteurs doivent savoir, ou bien qu'ils vont le découvrir, c'est que nous sommes assaillis d'ouvrages qui se présentent sous l'étiquette roman, et où des mères de famille racontent le drame d'un enfant qui est mort, où une fille se dispute avec sa mère, ou une autre raconte qu'elle a été violée par son père. Enfin, nous sommes dans un... Il y a au moins tous les ans 100 ou 200 romans qui sortent et qui ne sont que des témoignages. Et bon, et je suppose que ça leur fait du bien à ces auteurs de l'avoir écrit. En tout cas, ça leur coûte moins cher que de consulter pendant 1 an un psychanalyste, mais ça ne fait pas de la bonne littérature et ça encombre les librairies. Donc, ça n'est pas un roman de ce genre. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que, bien entendu, c'est quelqu'un qui traverse une épreuve, qui craint même, parce que c'est un peu la même épreuve ou la même maladie ou le même problème dont est mort sa mère, que
si ça n'était qu'un témoignage de quelqu'un qui dit voilà, j'ai été désespéré, j'ai cru que j'allais mourir, et voilà, je m'en suis sorti, ce livre ferait partie de tous ceux qui encombrent les librairies. Le fait que Philippe Marchandise vient de raconter qu'il a mis 3 ans à l'écrire fait qu'il est parti d'une expérience, mais pour écrire un vrai livre. Et un vrai livre, c'est d'abord une écriture. Et l'écriture qu'il développe, et bon, je reviens sur ce qu'il vient de dire, c'est aussi, ce n'est pas... Les gens croient que la littérature, ce sont comme ça des exhalaisons de sentiments, de rancœur, d'admiration, etc. Non, c'est un travail. Proust disait qu'un écrivain est un ouvrier. Et quand on travaille pendant 3 ans sur un livre, qu'on consulte des dictionnaires, qu'on repasse 10 fois sur la phrase, on finit par faire un livre. Et un livre qui a une chance de sortir du marigot de tous ces livres témoignages, de ne pas être un livre témoignage, d'être un livre construit, d'être un livre... Bon, moi, les seuls romans qui m'intéressent, c'est là où on peut suivre un fil qui m'indique une éthique. Et cette éthique, à travers cette épreuve, etc., il me semble que pour un lecteur, on le trouve dans ce livre et qui fait de ce livre non pas un témoignage, non pas un livre parmi d'autres, mais un vrai roman. J'espère que ça va avec les micros, vous nous entendez bien. Merci beaucoup, Monsieur Franck. J'aimerais quand même que vous reveniez, Philippe Marchandise, sur le contenu du livre. Ça raconte quoi, si vous le présentez à votre façon? Alors, une maman va toujours parler de son bébé en disant que c'est le plus beau bébé du monde. Un écrivain a plus de mal avec son livre parce qu'il lui trouve tous les défauts du monde. Et donc, il faut, j'y reviendrai, comme tous des encouragements de relecteurs pour dire « vas-y, c'est pas trop mal ». Alors, qu'est-ce que raconte le livre? Alors, je suis sûr que chacun va trouver une autre histoire que celle que je vais vous dire. En gros, j'ai essayé de développer 2 thèmes. Le premier thème est celui du carrefour entre le monde des hôpitaux et le monde normal de la vie de tous les jours, en posant la question, où se trouve la vraie vie? Est-ce que la vraie vie est aux soins intensifs, où on ressuscite des quasi-morts et on les refait vivants? Ou est-ce que la vraie vie est en prenant le tram pour aller travailler dans la vie de tous les jours? Et pour vous dire que la question n'est pas simple, vous êtes sans doute tous arrivés d'entrer dans un hôpital, j'arrive à 8 h du matin, et quand vous y arrivez, vous trouvez 5 types en petite charrette avec des béquilles, leur perfusion, en train de fumer une clope. Est-ce que c'est pas ça la vraie vie? Je vous assure que sortie de l'hôpital, ces 5-6 personnes sont tellement heureuses qu'on a une première réaction en disant mais ils sont fous, ils sont déjà malades, ils fument en plus. Peut-être que là est la vraie vie, mais je ne réponds pas à la question. J'ai cette première tension-là, et peut-être que la réponse est dans la tension entre les deux. La deuxième chose que j'ai essayé d'un petit peu aborder dans le roman, c'est la question du couple. Quand dans un couple, un des deux souffre, il y a une maladie, lequel des deux souffre le plus? Est-ce que c'est le malade qui tout d'un coup découvre dans les dictionnaires, sur Internet ou n'importe quoi que, mon Dieu, c'est pas très drôle ce qu'il a? Ou est-ce que c'est le conjoint qui voit tout d'un coup la personne d'en face ne pas aller tout à fait bien? J'ai un petit peu analysé cela, mais à ma façon et de manière romanesque, parce que je revendique le terme de roman et je suis content que Jacques le souligne. Le roman permettant de s'exprimer assez librement et de construire et peut-être d'inventer des choses, parce que je crois que c'est question et de rêver. Et je crois que j'ai eu ce phénomène, puisqu'on est entre nous, on peut se faire des petites confessions. Tout d'un coup, mais comme un rêve, il y a une phrase qui arrive. Et c'est assez incroyable. Et au début, je me dis, bon, ben oui, c'était une bonne idée. Puis quand je me suis rassis à ma table de travail, ça avait disparu. Donc maintenant, j'ai la maladie de l'écrivain, c'est que j'ai un petit carnet. Dès qu'il y a une bonne idée qui passe dans ma tête, je note, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais, et c'est très vrai ce que Jacques dit, la dimension du rêve, de l'imagination... je vous assure, l'endroit où vous trouvez la première phrase du bouquin ou la dernière, ce sont des petits miracles, hein, ce n'est pas devant votre table de travail. Hein.
il faut que ça bouillonne dans le cerveau, il faut que ça arrive. Voilà 2 des thèmes du livre. Merci Nathalie. beaucoup. On pourrait dire donc a priori que c'est une histoire, somme toute, banale, de souffrance et d'épreuves surmontées. Mais je tiens à souligner que cette histoire-ci a une petite musique tout à fait spécifique. Elle est d'ailleurs, cette petite musique spécifique, rythmée par la grande musique de Bach tout au long du livre. Ça nous enchante, ça nous fait vibrer, ça nous emmène très loin, comme le disait Jacques Franck, d'un simple témoignage. Et je voudrais souligner quelques phrases de lecteurs qui vous sont revenues et qui disent, par exemple, « Je suis plongé dans ton livre, il m'émeut beaucoup, il m'attendrit, il me fait rire ». Ou d'autres qui disent « Ce livre m'a souri ». Ou d'autres encore qui disent « C'est incroyable, tu arrives à dire l'indicible ». Je voudrais me retourner vers Jacques Franck et lui demander de poursuivre un peu ce qu'il nous a déjà dit. Comment, à votre avis, Philippe Marchandise a-t-il réussi à rejoindre justement dans son texte l'universel, quitter le singulier pour rejoindre l'universel et de cette façon toucher le lecteur? Mais il atteint l'universel parce qu'il n'a justement pas abandonné le singulier. Le problème du roman, c'est ça. On a dit, bon, c'est pas pour comparer Philippe aux gens que je vais citer, c'est pour donner un ordre de démarche. Quand on a dit que Cervantes atteint l'universel parce qu'il a écrit le roman le plus espagnol qui soit, lorsque Dostoïevski écrit les romans les plus russes qui soient, quand Balzac ou Stendhal écrivent les romans les plus français qu'ils soient, c'est en creusant cette réalité nationale de sensibilité, d'image, de passé, de culture, de musique russe ou espagnole ou française ou italienne qu'on atteint l'universel. C'est donc en creusant, en trouvant en soi de quoi atteindre en profondeur un espèce de ruisseau qui court sous toute l'humanité, mais en étant soi-même, pas en essayant de faire le procès verbal ou le procès géologique de la rivière qu'on aurait trouvée. C'est en creusant en soi, sincèrement, mais sans en faire le procès verbal de sa démarche, en rêvant, en se laissant inspirer par, on y reviendra peut-être, par sa culture, par la musique, par la poésie, par l'écriture, que, atteignant en soi quelque chose de vrai et de profond, on rejoint les autres. Ce n'est pas en voulant rejoindre les autres qu'on les trouve, c'est en creusant en soi qu'on trouve les autres. Vous avez raison de parler de profondeur. C'est une question que je voudrais poser à Philippe Marchandise, effectivement. Où avez-vous aiguisé la profondeur de votre regard sur les choses de la vie? Les lecteurs ont été frappés aussi par le fait que vous arriviez sans cesse à susciter leur attention et leur émotion. Et que même si le récit a un enchaînement tout à fait chronologique, linéaire, pur, il réserve des tas de surprises et il maintient l'attention tout le temps. Et une dame disait, si vous permettez que je la cite rapidement, « Je me suis demandé si le héros allait vraiment égrener tous les jours de la convalescence. Et j'ai eu peur de la redite, d'une certaine lassitude. Mais j'ai été heureusement surprise de voir que tant de réflexions et de sujets différents étaient abordés chaque jour, sans me lasser ni m'ennuyer. » Donc, je vous repose la question, où avez-vous aiguisé la profondeur de votre regard sur les choses de la vie? Très curieusement, je ne crois pas que c'est à l'hôpital. Je savais que vous alliez poser la question. J'ai pas dû chercher trop longtemps et je crois que c'est dans le monde des homes. Personnes âgées. Et j'ai eu l'occasion, ça c'est la vie privée, d'aller visiter des personnes dans des homes et d'une vieille dame de 94 ans, dont la fille est mourante. Elle est dans un home, elle a toute sa tête. Je vais la voir, je lui parle et elle me dit « Mais Philippe,
pourquoi est-ce que je vis? Et je vous assure que cette question, elle est terrible. Elle n'a pas dit pourquoi est-ce que je vis encore. Elle dit pourquoi est-ce que je vis. Et j'avais envie de dire, mais c'est génial, c'est génial de vivre. Et rien que la manière dont elle posait la question, je vous assure, ça vous ouvre les yeux, parce que d'aller vous plaindre parce que le bus a du retard, ou parce que le train a du retard, ou parce qu'il est bondé, ou qu'il n'y a que 3 wagons au lieu de 4, etc. On se dit tout d'un coup, tout ça, c'est du plus grand ridicule. Et on revient un petit peu au sentiment qui m'a animé tout au long de la construction du roman, c'est de se dire, mais quels sont... Alors, c'est très pédant en disant les vrais instants de vie, mais où se trouve vraiment la vie, les moments importants et ce vers quoi on doit aller. C'est effectivement une des marques de votre texte et ça fait partie de son charme. C'est l'attention extrême que vous avez à ce que Jacques Franck, dans son article paru dans la Libre Belgique lundi dernier, disait l'attention extrême aux petits faits des jours et des nuits. Pour utiliser une autre expression, on pourrait dire c'est cette attention au quotidien et cette volonté de célébrer chaque moment, chaque instant. Cette attention chez vous passe par beaucoup de poésie, elle passe aussi par l'humour. Vos lecteurs l'ont amplement souligné. Je me tourne à nouveau vers Jacques Franck. Pensez-vous que la poésie et l'humour sont un élément constitutif qui aide le narrateur à surmonter sa maladie dans ce récit? Non, ce n'est pas ce qui, à mes yeux, ce n'est pas ce qui lui permet de surmonter la maladie. C'est ce qui fait le roman. L'humour et la poésie, ce n'est pas quand on est aux soins intensifs. C'est quand on travaille après. Et quand on décide de ne pas faire le procès verbal, justement, de ces sentiments très élémentaires, forcément, qu'on éprouve devant la vie ou devant la mort, c'est quand on prend cette distance pour en tirer soit une éthique, soit un témoignage dont on espère qu'il pourra servir à d'autres et pas seulement, etc. C'est le travail de 3 ans qui permet d'introduire de la distance, de la poésie et de l'humour, et c'est justement ça le travail littéraire qui fait de ce roman autre chose. C'est une autre façon de dire que ce roman est plus que le racontage d'une convalescence et d'une angoisse devant une opération. C'est le travail qui vient après qui fait le livre, mais c'est l'humour et la poésie, c'est ce qui, en jetant un regard rétrospectif sur des sentiments qu'on a pu éprouver ou sur la situation dans laquelle on s'est trouvé, qui permet de prendre ses distances, d'alléger le livre, de refuser l'apitoiement sur soi-même, et donc de faire un roman qui peut intéresser les autres et pas seulement quelques membres de la famille ou quelques amis privilégiés. Vous êtes d'accord, Philippe Marchandise? Oui, entièrement d'accord. Alors, sur l'humour, on a parfois dit dans la famille, dit Jacques, qu'il y a l'humour marchandise. Je crois que c'est une des caractéristiques dans notre famille. Mais je crois que l'humour aide à prendre de la distance. Et je crois aussi, j'ai toujours été très frappé par une réflexion du cardinal Danneels, qui disait, quand on vous parle et qu'on vous pose une question, les personnes qui répondent tout de suite, en général, tombent dans le panneau et puis ça s'envenime, ça se passe mal. Et Danneels disait, c'est très simple. Pose une question, vous comptez 1, 2, 3. Et puis vous répondez. Et c'est une chose que j'ai un petit peu essayé d'appliquer dans mon roman, face à des souvenirs qui reviennent, puisque les romans ont toujours une partie autobiographique. Il y a des choses qui vous reviennent, on l'écrit, et puis, comme dit Jacques, ben oui, c'est du racontard, qu'est-ce que ça va intéresser? Et puis non, on va prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul, un petit peu de critique, mettre un petit peu d'humour, un petit peu de rêve, et avec un truc relativement banal, on parvient à exprimer différentes idées. Et c'est une règle que je me suis un petit peu presque forcé à adopter lors de l'écriture, c'est prendre du recul. Et je suis très frappé dans la vie, dans la vraie vie. Mais où est la vraie vie? Reprenons les médecins, pour ne pas parler toujours des juristes, reprenons les médecins. Est-ce qu'ils prennent le recul qu'il faut quand ils s'adressent aux malades, quand ils s'adressent aux conjoints du malade, quand ils s'adressent aux enfants du malade? Vous savez, dans les hôpitaux, maintenant, il y a des services d'accueil pour la famille du malade. Une autre entrée.
Et j'ai un petit peu essayé d'expliquer dans le roman aussi que la violence arrive à l'hôpital, mais pourquoi est-ce que la violence arrive à l'hôpital? Parce que les gens ne prennent pas un peu de recul, on se calme, on réfléchit, on regarde, et les choses peuvent se dénouer beaucoup plus aisément. Vous parlez à très juste titre de recul. Moi, je voudrais parler aussi du regard. La thématique du regard est quand même aussi très importante dans votre livre. Vous avez appris, le narrateur en tout cas, a appris à regarder les choses et les êtres différemment suite à son opération. Et donc, il y a cette espèce de métaphore de la convalescence qui emprunte le chemin de la résurrection de la nature au printemps. Et c'est très très beau. Votre texte parle aussi beaucoup de la nature. Il met en scène la douceur et la beauté de la vie qui renaît, et ça de multiples façons, jusqu'à cette apothéose florale qu'on ne va sans doute pas déflorer ici, mais qui donne son titre au livre. Est-ce que l'auteur que vous êtes, Philippe Marchandise, l'homme que vous êtes, partage l'amour des jardins et de la nature avec son narrateur? Alors là, je vais de nouveau vous surprendre, Nathalie. J'ai décidé de faire ça ce soir. La réponse est non. Je n'ai pas l'amour des jardins. Mais j'ai été terriblement interpellé par les gens qui ont l'amour du jardin. Et je connais des gens qui savent passer une éternité dans leur jardin, et au début, je riais profondément en me disant, enfin oui, c'est sympa, pourquoi est-ce qu'il faut ça, etc. Et en prenant du recul, en analysant, en regardant, en écoutant quelqu'un qui parle de son jardin. Je vais vous donner une anecdote. Ça remonte à une vingtaine d'années. Bed and breakfast en Angleterre. Et on tombe sur un couple, un jeune gars et sa copine. Et vous faites quoi? Moi, je suis juriste. Ah, vous êtes quoi? Ah, moi, je travaille dans les cigarettes. Le type m'a parlé une demi-heure de l'art de faire une bonne cigarette, qui soit bien ronde, qui ne colle pas sur les lèvres, qui est parfaite, qui donne juste ce qu'il faut de nicotine. Mais je vous assure, le type était tellement passionné, enthousiaste. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et il avait le plus beau métier du monde. Puis après, j'ai pris un petit peu de recul en me disant, non, c'est pas très sympa ce qu'ils vendent comme produit. Mais le type, il avait l'art d'en parler. Et alors, c'est ici, dans les jardins, vous verrez que les jardins sont très, très présents dans le livre, en ce compris le titre, Le jour de la Mélanchie. Et c'est notamment, parce que je me suis un petit peu interrogé sur les gens qui étaient amoureux des jardins. Alors, pourquoi le jour de la Mélanchie? Là, on va faire une petite confession, puisqu'on est de nouveau entre nous, et vous ne le répéterez sûrement pas. J'avais un autre titre. Et puis, après 2 ans, ce titre me plaisait moyennement. Et puis, j'ai trouvé Le jour de la Mélanchie. Je trouvais que la Mélanchie, c'était pas mal. Arrive mon éditeur, qui fait son tour des libraires et qui dit, mais non, ça, c'est pas possible à mélanger, personne ne sait ce que c'est. On revient qu'à Mélanchie, à Mélanqui, à Mélanqui, à Mélan... Et Jacques Franck a dit aussi, j'ai pas osé le dire, mais Jacques Franck l'a même dit avant. Alors j'ai répondu à Jacques, je peux appeler ça le jour du poirier, mais c'est pas vraiment la même chose. Et je me suis dit, non, j'aime bien le terme à Mélanchie. Je trouve qu'il est beau. Je trouve que l'arbre est beau. Je suis d'ailleurs très content que les gens maintenant se précipitent sur l'Internet pour aller voir ce que c'est qu'un amélanchier. Alors, en 3 mots, et je vais dire des mensonges, c'est le premier arbre qui fleurit. C'est faux, on m'a contré, l'amandie fleurit plutôt en février au Portugal. En Belgique, c'est le premier arbre qui fleurit. C'est le premier arbre qui fait des fruits fin juin, et c'est le premier arbre qui perd ses feuilles. Mais il y a d'autres charmes de l'arbre que vous verrez à la page 68 et 89, mais ça, c'est pour un peu plus tard. Reparlons d'écriture. Une des forces aussi de votre roman, c'est la qualité de cette écriture. Je la trouve fluide, harmonieuse, on pourrait dire même qu'elle est recherchée de temps en temps, mais elle n'est jamais ni sophistiquée, ni pédante, ni gratuite. Vos lecteurs ont été très sensibles aussi à votre plume, que certains qualifient de délicieuse, fine, intelligente. Jacques Franck, comment qualifieriez-vous l'écriture de Philippe Marchandise et quel modèle lui voyez-vous? C'est sur la 2e page des questions. Oui. Vous l'avez écrit? Je l'avais écrit très limpide, très musical et très maîtrisé.
Donc c'est exactement, je pense, ce qui fait le charme de cette écriture. Maintenant, moi, je n'ai pas cherché à savoir quels avaient été ses maîtres ou ses modèles, mais ce que vous me dites à propos des lecteurs et des réactions des lecteurs, c'est que Philippe a atteint, sans être un grand spécialiste dans le domaine, à cette espèce de fluidité qui fait le charme reconnu aux ouvrages de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson est quelqu'un qui séduit tout le monde par justement une écriture lumineuse, le refus des mots trop compliqués, mais ce qui n'enlève rien à la densité ou à la profondeur d'une réflexion. Mais c'est une écriture qui se veut, qui n'est pas lisse, mais qui est fluide, qui est imagée, mais pas surencombrée. Et donc, moi, je ne sais pas, et c'est à lui qui devrait dire quels ont été ses modèles. Je ne crois pas que ce soit ni Sartre, ni Camus, peut-être Marguerite Duras, je n'en sais rien, mais enfin, c'est une hypothèse parmi d'autres. Alors, puisque vous me provoquez, c'est vrai que j'ai beaucoup lu. C'est vrai qu'on s'inspire de toute cette littérature qu'on a eue. Je vais en citer 4 dans le désordre, avec des constats assez affolants. Il y en a un, par exemple, c'est Monterland. Alors, allez dans une librairie de quartier, allez à la FNAC, vous ne trouverez plus Monterland, ou à peine, alors que c'est un auteur magnifique. Et je raconte souvent l'anecdote, me retrouvant dans le RER pour mon bien-aimé employeur à Paris, entre Tête qui dodeline et iPad, iPod et autres. Il y avait un jeune homme roux avec une écharpe rouge qui lisait Les Lépreuses de Monterland. Je n'ai pas pu m'empêcher de me lever, d'aller le féliciter. Il a dit, je croyais que j'allais l'agresser. Il dit, non, je viens vous féliciter parce que qui est-ce qui lit encore Monterland aujourd'hui? Moi. Hein, je dis, c'est très bien. Et Les Lépreuses, c'est magnifique. Je ne l'avais pas lu. Donc je l'ai lu après. Et c'est vrai que c'est un bouquin extraordinaire, extraordinaire, avec une écriture, comme Jacques l'a décrit, où il n'y a pas de mots inutiles, où le type est honnête, il cite ses sources. Quand il trouve une belle phrase et qu'il a pris chez quelqu'un d'autre, il la cite. Intellectuellement parfait. Autre auteur qui m'a inspiré, c'est Sandrard, un type qui est un grand écrivain, et puis en 1916, amputé de la main. Et donc, tout ce drame de l'écrivain qui perd une partie de son bras, qui doit retrouver un sens à sa vie, est assez impressionnant. Alors, Sandrard m'impressionnait par la longueur de ses phrases. Alors, je vous rassure, elles n'ont pas chez moi 18 lignes, elles ont un petit peu moins. Mais c'est un bon modèle. Un autre modèle, c'est Weergans. J'aime beaucoup Weergans. Et lui m'a inspiré dans le sens où certains me disent « Ah, tu as lu ton livre, oui, on te connaît à fond, et ta famille, on voit tout et tout. » Mais je réponds « Oui, c'est un roman. » Et Weergans, il a cet art, dans 3 jours chez ma mère ou dans ses autres livres, on croit qu'il raconte l'histoire de sa vie, de ses enfants, de ses copines, de ses maîtresses, de sa femme, de son écriture, de son père, de sa mère. Mais non, il romance, il invente, il vous entraîne. Et je me suis dit, mais ça, c'est quand même assez génial. Il vous entraîne là où lui a envie que vous alliez. Mais bon, vous lirez un petit peu à votre manière. Et un dernier qui m'inspire, et là, je rejoins les mots de Jacques Franck, et je l'ai cité 2-3 fois, et d'ailleurs, j'ai appelé l'université spécialisée de Stendhal aussi, parce qu'il y avait une citation à laquelle je n'étais pas sûr, c'est Stendhal, qui est universel parce qu'il est très français, mais qui, c'est incroyable, vous prenez Le Rouge et le Noir, c'est 648 pages, hein. C'est pas Belle du Seigneur, c'est 853, mais 648 pages, Le Rouge et le Noir, vous commencez, il n'y a pas moyen de vous arrêter. Or, vous pourriez dire, oh, ça c'est inutile, ça c'est inutile, ça c'est inutile, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Non, vous êtes pris, il y a quelque chose qui fait que c'est fluide. Et ce genre d'auteur inspire le tout modeste premier romancier que je suis, à essayer de faire quelque chose de fluide. Et on n'y parvient pas toujours. Donc Nathalie Dubois des éditions Mols est très modeste, mais elle m'a rattrapé à un moment donné en disant « Philippe, là, il y a quand même 1 ou 2 mots que je ne mettrai pas parce qu'ils sont tellement recherchés. » Et donc ça, c'est peut-être le défaut, si on recherche un petit peu trop, le lecteur va trébucher sur le mot et puis va peut-être fermer la page du livre.
Et donc, on a fait ce travail, 2 ou 3 mots qu'on a enlevés. J'avais l'impression un petit peu d'être violé, mais Nathalie dit non, écoutez-moi, il faut remplacer. Il faut trouver un autre mot pour le mettre à la place. Mais ça, dans le dictionnaire, il y en a assez. Voilà, merci à tous et excellente soirée.